Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire intitulé Configuration sur StormShield, conseils et astuces. Il est organisé par les éditions EUNI, le premier éditeur de livres et vidéos d'informatique en français, avec 15 à 20 nouveautés chaque mois. Les éditions EUNI font partie du groupe EUNI, le leader de la formation à l'informatique, avec une école, un centre de formation et évidemment la maison d'édition. Ce webinaire est animé par notre auteur, Alejandro Castaño Fernandez. Le webinaire va se dérouler en deux temps. Il y aura environ 30 minutes d'intervention de l'auteur, puis un temps de questions-réponses. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la fenêtre de chat et Alejandro y répondra juste après son intervention. Merci pour votre présence et bon webinaire. Alejandro, c'est à vous. Bonjour. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Alejandro Castaño Fernandez. Peut-être on s'est déjà eu au téléphone ou par le biais d'un ticket parce que je travaille depuis 8 ans au support niveau 2 StormShield, donc SNS, parce que vous savez, il y a 3 gammes aujourd'hui des produits. Et donc voilà, donc en tout cas, bonjour, enchanté, et je suis ravi de pouvoir partager avec vous en fait quelques astuces ou conseils en fait par rapport à la configuration d'un SNS. Pourquoi ce webinaire? Parce que depuis très longtemps que je fais du support, on voit parfois les mêmes erreurs ou les mêmes problèmes de configuration. Et je voulais en fait partager justement avec vous cette expérience-là. Voilà, donc on va parler de quelques modules en fait assez utilisés ou très utilisés dans un SNS, comme le filtrage NAT. Donc l'usurpation d'adresse IP, c'est un problème qui arrive très souvent et donc parfois les administrateurs ont du mal à trouver la cause. On va parler un peu du DNS aussi. Le proxy SSL avec les warnings en fait qu'on trouve sur les navigateurs. La haute disponibilité, les interfaces du serveur DHCP ou dans ce cas-là plutôt du relais et la fonctionnalité Keep Alive du module VPN IPsec qui peut être intéressante. Alors, on commence par le filtrage NAT. Très souvent, on nous pose la question, est-ce que si on ne met pas de règle de block all à la fin du slot de filtrage, est-ce que les paquets ils sont quand même bloqués? Et la réponse est oui. Il faut savoir que l'action par défaut d'un slot de filtrage chez nous, c'est bloc. Donc, en fait, tout ce qui ne serait pas donc appliqué aux règles de filtrage en fait créées dans le slot de filtrage sera bloqué d'une manière automatique. Ici, je vous mets en fait un exemple très très simple d'un slot de filtrage classique avec des règles de filtrage pour les flux sortants. Nous, dans le jargon, les flux sortants pour nous, c'est les flux qui proviennent des réseaux protégés vers des réseaux non protégés, comme Internet. Et donc, à la fin, j'ai mis en fait une règle de filtrage aussi pour les flux entrants. Le reste sera bloqué. Est-ce qu'on pourrait connaître quels sont les flux qui matchent cette règle imaginaire de filtrage? La réponse est oui, grâce à l'alarme port probe ou sonde de port. En effet, pour quelques ports qu'on a fait nous le choix, bon, StormShield, s'il n'y a pas de règle de filtrage qui match pour ce flux-là, on peut considérer soit que c'est une attaque ou que soit c'est un oubli de l'administrateur, donc il a oublié de paramétrer, donc de laisser passer ou bloquer un flux. Dans ce cas-là, si le port en fait partie de la liste des ports, des sondes de port, il y aura une alarme qui sera levée. Ici, je vous ai mis un exemple d'une alarme levée sur le port Microsoft DSTCP, donc c'est Samba 445 TCP. Et donc, on peut voir la source et la destination du paquet qui a levé cette alarme-là. Alors, donc, malgré le fait que la règle par défaut est bloquée, il y a des administrateurs qui veulent à tout prix mettre une règle de filtrage à la fin du slot pour tout bloquer et en plus lever une alarme ou un log. Alors, c'est possible, sauf qu'il faut faire attention, ça peut surcharger un produit, parce qu'il faut savoir que tout ce qui traverse le firewall, tout ce qu'on laisse passer, est déjà logué au moins une fois. Donc, le fait de mettre une alarme, donc une règle de filtrage avec une alarme ou une trace en bloc, ça veut dire que tout ce qui sera bloqué sera aussi écrit dans les logs. Alors, une petite astuce, ça peut être dans un premier temps, donc à la fin de votre slot de filtrage, bloquer déjà tous les flux que vous connaissez, en fait, qui vont générer beaucoup d'alarmes, comme peut être le cas de NetBIOS. Et là, vous les bloquez sans mettre de traces.
Comme ça, à la fin, ça vous permet de mettre une règle comme vous voulez, donc from any to any, block all, et avec l'action de trace, pour avoir tout ce qui est bloqué par le firewall. Mais il faudrait quand même, avant, en amont, créer une règle de filtrage qui permettra de bloquer pas mal de flux qui sont là, qu'on connaît, et qui nous intéressent pas, ou au moins on sait qu'ils sont là, qui vont lever l'alarme. Parce qu'il faut savoir aussi que il y a un risque pour le boîtier en fait de le surcharger, c'est vrai, mais aussi quand on est submergé de logs ou d'alarmes, ben, on s'y retrouve plus parce que on est inondé, il y a tellement d'informations qu'on n'arrive pas en fait à trouver les informations intéressantes pour le debug tout simplement. Alors, je voulais parler aussi de les créations de règles, parce que, alors moi, je travaille au support, mais je suis aussi formateur depuis quelques années sur StormShield et d'autres solutions de sécurité et réseau. Et c'est une question qui arrive très souvent. Les stagiaires, le NAT pour eux, ce n'est pas clair. Donc, j'ai voulu essayer de vous faire comprendre, ou au moins de vous expliquer quelle est l'approche SNS par rapport au NAT. Et moi, je pense que c'est vraiment très bon et très clair quand on comprend. Là, je vous ai mis en fait une ligne rouge qui sépare donc le slot de NAT en deux parties. Donc, une partie qu'on appelle trafic original, donc, ou avant translation. Et la partie de droite, ça sera trafic après translation. Tout simplement, la première partie, c'est on va essayer d'imaginer comment le paquet arrivera au firewall, donc à une interface de firewall, peu importe si c'est une interface protégée ou non protégée. Dans l'exemple que je vous ai mis, j'ai mis des règles de NAT basiques. Là, ici à gauche, vous allez avoir donc une source réseau protégé, donc n'importe quel réseau protégé, vers Internet. Ça, c'est le paquet tel qu'il arrive sur l'interface du SNS. Après l'action de NAT, qu'est-ce qu'on veut? On veut en fait modifier toute ou une partie du paquet, tout simplement IP, ou même si on modifie les ports, ça peut être aussi au niveau de la couche transport TCP. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du mapping du réseau, on va modifier la source IP, et la destination et le port destination, on ne va pas y toucher. Donc, après translation, comme vous pouvez voir, on modifie la source, on met en IP l'adresse IP du firewall out, ça pourrait être une autre, mais bon, voilà, j'ai fait un exemple simple. Le port source, on peut aussi le modifier, ça le rend plus aléatoire et voilà, donc c'est une bonne pratique aussi. Vous pouvez mettre le groupe de port éphéméral FW. Ici, on ne le voit pas complet, mais bon, si vous tapez éphéméral, vous allez trouver. Et voilà, donc la destination, on ne va pas modifier. Dans le cas du NAT entrant, donc là, on peut avoir, pareil, on va essayer de comprendre comment le paquet se présente sur l'interface du firewall. Donc, si c'est un paquet entrant, la source du paquet, ça va être Internet, ça va être tous les réseaux qui ne sont pas protégés par l'UTM. Donc, dans ce cas-là, c'est Internet. Quelle est l'adresse IP de destination du paquet? Ça va être firewall out. Donc, le paquet il va arriver depuis Internet, peu importe l'adresse IP source, vers firewall out sur le port HTTP. Donc, une fois que le paquet arrive chez nous, il va être d'abord, bien sûr, confronté au filtrage. Si le filtrage le laisse passer, on va voir s'il faut faire du NAT ou pas. Donc, si le NAT existe pour ce flux-là, dans ce cas-là, on ne va modifier que la destination du paquet parce qu'on veut le rediriger vers un serveur protégé. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont qui ont fait de la configuration sur NetAsk ou même Arcoon ou d'autres solutions de sécurité qui font du NAT, en effet, le filtrage se faisait après le NAT, ou au moins en filtrage, on aurait mis, donc dans la règle numéro 2, l'adresse IP source du serveur protégé. Ce n'est pas le cas chez SNS. Le filtrage, on le fait sur les adresses IP arrivant sur l'interface. Donc, dans ce cas-là, c'est l'adresse IP publique. Et pour le NAT, c'est pareil. Donc, adresse IP source, elle va appartenir à l'objet Internet, donc n'importe qui sur Internet, ou en tout cas n'importe quelle adresse IP parmi les réseaux qui ne sont pas protégés par l'UTM. Destination firewall out for HTTP, et on ne va modifier que l'adresse IP de destination. On pourrait modifier l'adresse IP sur ceci, mais ce n'est pas intéressant parce qu'on veut garder dans les logs de notre serveur web les adresses IP originales des clients, pour suivi, pour log, etc. Passons maintenant à parler des alarmes d'usurpation ou de spoofing en anglais aussi, bien connu.
sur l'UTM. Ça se passe en fait au niveau d'IP. Donc il n'y a pas de port, il n'y a pas de notion de port, il n'y a pas de couche de transport. On parle de la couche 3 IP. Toutes les alarmes de surfaction d'adresse IP sont basées sur la source du paquet et jamais sur la destination. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir, donc on va voir si le paquet arrivant sur l'interface est cohérent par rapport à l'interface et au réseau qu'elle protège dans les cas des réseaux protégés. Donc on va commencer par le type 1. Ce type est levé quand un paquet arrive sur une interface. L'interface, elle est protégée, donc elle possède le caractère protégé. Donc, on considère que derrière, il y a des réseaux de confiance. Et donc, ce paquet arrivant sur cette interface-là protégée, la source de ce paquet-là ne fait pas partie des réseaux qui sont protégés par cette interface-là. Imaginons, vous avez sur une interface protégée IN, appelée IN, un paquet qui arrive depuis la source 8.8.8.8. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait à faire ce paquet-là dont la source est une adresse IP sur Internet? Ben, on va bloquer. C'est soit un problème de configuration, soit une boucle, soit une action malveillante. Je vous ai mis pardon, un extrait de la règle de filtrage, de l'action de log, du log. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un extrait, mais vous allez déjà trouver les informations importantes. Source if, c'est l'interface par laquelle arrive le paquet. Et source if name, c'est le nom de l'interface vis-à-vis du SMS. Donc Ethernet 1, l'interface in, vous avez l'adresse IP source du paquet, donc la 1.13 dans mon cas, et l'alarme et le type d'alarme levée. Voilà. Donc vous pouvez vous dire, est-ce que c'est normal que cette adresse IP-là arrive sur cette interface-là? Ce n'est pas normal parce que l'alarme est levée, donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Une astuce, ça peut être de voir quelle est la MAC source du paquet pour voir quel routeur ou quelle machine envoie ce paquet-là. Le type 2, c'est la même chose mais à l'inverse, c'est-à-dire j'ai un réseau qui est non protégé, donc une interface out, par exemple, qui est sur Internet, et sur laquelle arrive un paquet dont l'adresse IP source est protégée par une autre interface de firewall. Ce n'est pas normal d'avoir en fait un paquet arrivant sur cette interface-là non protégée, dont l'adresse IP source serait protégée ailleurs. Donc encore une fois, soit un problème de configuration de vos routeurs ou switch, soit une boucle, soit une action malveillante. Dans tous les cas, l'action est toujours en bloc de l'alarme. Et il faut aussi, un conseil que je vous donne aussi, qu'on vous donne carrément depuis sur StormShield, SMS, c'est de ne jamais mettre cette alarme en passe, la mettre en bloc et voir pourquoi. Essayer de comprendre pourquoi cette alarme est levée. Et le type 3, c'est un type assez rare. Et c'est quand la source du paquet arrivant sur une interface du firewall porte l'adresse IP du firewall lui-même. Donc, encore une fois, ça doit être une boucle, ça peut être une boucle. Vous avez un StormShield, vous avez le routeur en face, le routeur, il pense que le StormShield est sa passerelle par défaut. Et donc, il reçoit un paquet, il le renvoie aussitôt au StormShield. Donc, encore une fois, jamais mettre cette alarme en passe et surtout, c'est de comprendre grâce au log sous quelles conditions l'alarme a été levée. Voilà, donc astuce, analyser l'adresse IP source, voilà, et l'interface d'entrée, ça va vous donner déjà des billes pour savoir est-ce que c'est légitime cette alarme ou pas, est-ce qu'elle est légitime. Et en plus, l'adresse MAC source du paquet vous donnera l'info, quelle est la machine physique qui envoie ce paquet. Alors, pardon, l'utilisation des serveurs DNS par le StormShield lui-même, elle est très importante. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir des objets dynamiques ou des objets FQDN qu'il faut donc résoudre. Et aussi, lui, par exemple, il va utiliser pour se mettre à jour lui-même, pour faire l'auto-update, la mise à jour, je ne sais pas moi, des certificats, des autorités de certification, de l'antivirus, ou que sais-je, pas mal de modules en fait qui se mettent à jour. Bah, il va falloir en fait faire des résolutions de DNS au cas où l'adresse IP des serveurs aurait changé. C'est vrai que l'utilisation normale d'un DNS dans un PC ou un élément réseau, c'est on teste un serveur DNS et dès qu'il fonctionne, on va pas le lâcher. Donc, on va toujours l'utiliser et s'il se met à plus fonctionner, on va essayer un autre. Sur StormShield, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous allons utiliser d'une manière séquentielle les serveurs DNS qui se trouvent. Dans cet exemple-là que je vous ai mis,
Si on doit faire une requête DNS, on va utiliser le DNS de Google, le 1. Pour la prochaine requête, on va utiliser le 2. Et pour la troisième, donc on va utiliser dans ce cas-là le serveur AD. Le problème étant que si vous avez des objets qui ne sont connus que pour le serveur AD, si vous faites des requêtes, je ne sais pas moi, pour serveur.local vers Google, Google il ne va pas le connaître. Donc, quelle est l'astuce ou quel est le conseil? Il faudrait mettre que des serveurs DNS protégés et donc de votre AD ou au moins locaux, et que ce serveur-là puisse faire relais sur des serveurs Internet. Donc, on va même leur envoyer les requêtes pour des FQDN ou de noms de domaine externes. Et lui, en fait, ce serveur-là fera la requête sur Google ou sur des serveurs DNS de votre FAI préféré. Dans tous les cas, cette configuration que vous voyez ici, elle peut être problématique parce que il y a des chances, en fait, que des requêtes sur Internet soient faites sur le serveur AD et ne soient pas abouties. Alors, très souvent, on a, bon, peut-être de moins en moins, mais bon, très souvent quand même aussi, des questions sur les warnings sur un navigateur. Donc, des clients ou des stagiaires qui disent, oui, on a mis en place le proxy SSL, mais on a eu un warning, donc une erreur sur le navigateur, on le désactive, on n'a plus l'erreur. Oui. Alors, la réponse à cette question ou à cette demande, c'est normal. C'est normal d'avoir un warning. Pourquoi? Désormais, quand vous allez visiter un serveur HTTPS sur Internet, vous allez passer par le proxy. La connexion sera doublée. Donc, vous allez, comme un proxy ou un serveur mandataire, si vous préférez, une connexion entre le client et le firewall et une autre entre le firewall et le serveur distant. Le firewall, lui, en fait, il va présenter un certificat serveur qui a été spoofé ou fait par lui-même dans les règles de l'art, sauf que le certificat, en fait, ne matche pas. Donc, le certificat qui est signé par une autorité de certification, qui est celle du firewall, cette autorité de certification n'est pas connue. Quand vous allez sur le site Le Monde, on verra un exemple, lemonde.fr, l'autorité de certification qui signe ce certificat serveur-là, qui nous offre en fait Le Monde.fr, donc elle est signée par cette autorité de certification connue par tous les firewalls, donc Firefox, Chrome, peu importe, ou Windows, parce que Windows, eux, ils ont un magasin de certificats propre à eux, font confiance à cette autorité de certification. Donc, ils ne lèvent pas d'alarme. Sauf que si c'est le firewall ou une autre entité qui signe un certificat à la volée, avec une autorité de certification non connue, vous allez avoir ce warning-là. Donc, j'ai fait un test en passant par un proxy SSL StormShield par défaut, et je vois que donc quand je vais visiter lemonde.fr, le nom DNS du certificat, il est bon, il est toile.lemonde.fr, donc pas de problème. D'ailleurs, c'est un certificat qui est utilisé pour beaucoup de sites, mais peu importe. Et l'émetteur du certificat, c'est bien StormShield, donc c'est l'autorité de certification par défaut qui se trouve sur tous les firewalls StormShield. Il faut savoir que même si on met une autorité de certification par firewall, ce n'est pas la même. Quand vous démarrez pour la première fois votre SNS, elle sera générée, auto-générée. Et d'ailleurs, vous avez la commande SSL init si vous voulez la régénérer ou si vous l'avez perdue, effacée, etc. Donc, malgré le fait qu'on mette une autorité de certification par défaut, elle n'est pas la même. Hein, donc, elle est autogénérée au début de l'initialisation du produit. Donc, mon navigateur voit que j'essaie d'aller à lemonde.fr et je vois que lemonde.fr, donc ce serveur-là, lui présente un certificat qui est signé par une ECA non connue. C'est normal d'avoir un warning, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut pallier à ce problème-là. La seule manière de pallier à ce problème, c'est de prendre la clé publique ou le certificat de cette autorité de certification et de la déployer sur tous les navigateurs qui sont confrontés au proxy SSL. De cette manière-là, une fois que le certificat serveur sera présenté au navigateur, le navigateur il verra qu'il a été signé par une autorité de certification connue à laquelle il fait confiance, parce que nous, on lui a ordonné, on lui a forcé de faire confiance à cette autorité de certification. Comment ça se passe? Donc, le téléchargement, c'est assez simple. Si vous utilisez l'autorité de certification par défaut, c'est quelque chose que j'ai faite. Donc, vous allez dans l'onglet Configuration, Objets, Certificats et PKI.
Vous cliquez donc sur l'autorité de certification voulue, et là, vous allez donc télécharger le certificat au format, par exemple, PEM. Une fois ce certificat téléchargé, vous pouvez le déployer soit à la main, si vous avez quelques PC, soit par une GPO, par exemple, de Microsoft. Donc, je vous ai mis un exemple sur Firefox, parce qu'il faut savoir que Firefox, il a son propre magasin de certificats, alors que si vous utilisez Chrome sur Windows, il va s'appuyer sur le magasin de certificats de Windows. Donc, dans le cas de Firefox, vous allez donc dans les propriétés, tout simplement, ou options, certificats. Vous cliquez sur l'onglet autorité, importer, et vous allez importer tout simplement le fichier que vous avez téléchargé, donc la clé publique de la CA. On va vous demander pour quelle action on veut faire confiance. Donc, dans notre cas, il suffit de cocher la première, donc confirmer cette autorité de certification pour identifier des sites web. Donc, vous faites OK et vous n'aurez plus jamais le warning en tant que, donc, dès que vous allez traverser le proxy SSL. Alors, c'est important d'ajouter la CA. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que vous n'allez pas avoir de warning. Et la deuxième, c'est parce que quand vous allez aller sur des sites en HTTPS, il y a d'autres sites qui sont contactés en HTTPS à travers le proxy, mais que vous ne voyez pas. C'est des requêtes HTTPS. Ces requêtes-là, en fait, vous ne pourrez pas valider le certificat manuellement pour chaque requête. Donc, on a déjà vu des cas où les clients disent oui, mais moi, je ne veux pas ajouter la CA. Je la valide à chaque fois, d'accord, ça me convient. Par contre, il y a des parties des sites qui ne s'affichent pas. C'est tout simplement parce qu'il y a des requêtes HTTPS qui sont lancées, disons, sous le capot du navigateur qu'on ne voit pas et on ne pourra pas valider ou voilà, donc faire une exception de sécurité sur le navigateur. Donc, dans tous les cas, dès que vous utilisez le proxy SSL pour déchiffrer des connexions et pouvoir y appliquer des analyses protocolaires ou plutôt applicatives comme antivirus, filtrage URL, anti-spam, etc., c'est vraiment conseillé de déployer donc l'autorité de certification sur tous les navigateurs. Alors, une petite information concernant l'autre disponibilité. Ça arrive très souvent parce que quand vous paramétrez vos interfaces pour la haute disponibilité, vous devez, donc les deux firewalls vont communiquer par le lien achat, comme on dit. Très souvent, on voit des clients qui utilisent des adresses IP publiques dans ces liens-là. Pourquoi? Parce que c'est simple, ils mettent 1.0/24, comme ça, ils donnent deux adresses IP. Ils utilisent un /24 qu'a priori n'est jamais utilisé, ou voilà, c'est des adresses IP qu'on ne va jamais rencontrer. Alors, c'est faux parce que ça arrive souvent des clients qui appellent ou qui créent des tickets parce qu'il y a des sites qui sont bloqués, tout simplement. Parce que le firewall, lui, pour aller sur ce site, au lieu d'emprunter l'accès Internet, il va essayer de contacter dans l'achat parce qu'il voit que l'adresse IP est là. Vous pouvez donc utiliser les IP décrites, donc les ranges d'IP décrites dans la RFC 1918. Donc, c'est les IP qui ne sont pas routables sur Internet. Donc, vous en avez beaucoup de réseaux à utiliser. Mais je vous ai mis encore deux autres ranges réservées qui peuvent être utilisées aussi parce que on n'est pas habitué à les utiliser, mais ils sont quand même disponibles pour des tests ou en tout cas sont réservés. Donc, c'est des réseaux que vous n'allez jamais trouver sur Internet. Donc, notre conseil ou mon conseil, c'est ne pas utiliser des adresses IP publiques, ni dans l'achat, ni par ailleurs, en fait, dans n'importe quelle interface protégée du firewall. Ça peut poser problème à long terme. Pas une erreur, mais un oubli qui arrive très souvent aussi, c'est on fait du relais DHCP depuis le firewall. Et donc relais, on va recevoir les requêtes des clients en DHCP et on va les renvoyer ailleurs. Ça peut être, par exemple, à travers un tunnel VPN IPsec ou ça peut être vers une autre interface où se trouve derrière notre serveur DHCP. Alors, lorsqu'on fait relais DHCP, on est obligé de rentrer les interfaces d'écoute où arrivent les requêtes, mais aussi les interfaces par où elles vont sortir. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'intuitif et je l'ai retrouvé plusieurs fois, donc des serveurs de relais DHCP qui ne fonctionnent pas. Alors, si on va dans la documentation de StormShield, en fait, dans le site, on en parlera tout à l'heure, je vous parlerai des sites disponibles
pour avoir de l'information par rapport à la configuration. C'est écrit, noir sur blanc, mais c'est vrai que, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à retenir. Dans tous les cas, n'oubliez jamais de mettre toutes les interfaces concernées par le relais d'HP. Donc, les interfaces où arrivent les requêtes, mais aussi les interfaces par où on doit les renvoyer. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe donc dans le côté configuration, onglet configuration. Vous allez dans réseau, DHCP, il faut l'activer, bien sûr. Donc, choisir relais d'HP au lieu de serveur d'HCP. Et ici, dans cette partie-là où je vous ai mis le carré rouge, vous allez avoir les interfaces d'écoute et de sortie. D'ailleurs, c'est spécifié dans l'interface, mais malgré ça, on a toujours quelques appels ou des tickets. Voilà, le serveur, le relais d'HP ne fonctionne pas. Et voilà, donc la plupart des cas, c'est pour ça. Alors, n'hésitez pas à prendre des captures. C'est vrai que c'est une utilisation avancée, mais nous, au support, et bon, voilà, donc ceux qui font de la configuration un peu poussée, on s'appuie beaucoup dans la prise des captures TCP. Donc, on va voir de cette manière-là quels sont les paquets qui arrivent sur quelle interface, avec quelle adresse IP source, IP dest, MAC source ou MAC dest. Donc, ça va nous donner un aperçu, en fait, parce que là, vous pourrez dire, oui, j'ai activé le service relais d'HP dans les interfaces, mais ça ne marche pas pour autant. Pour moi, la première chose à faire, ça serait, est-ce que les paquets arrivent réellement sur l'interface où on s'attend à les avoir? Donc, dans ce cas-là, vous prenez des captures, vous allez être fixé. On passe au dernier slide. C'est le Keep Alive pour VPN IPsec. Voilà, donc à quoi ça sert le Keep Alive? Ça peut être une bonne question. Il faut savoir que dès que vous allez paramétrer votre tunnel VPN IPsec, tant qu'il n'y aura pas de trafic qui provoque la négociation et le montage des tunnels, et voilà, le tunnel ne sera pas monté. Donc, ça arrive souvent de clients qui appellent ou partenaires qui disent, voilà, on a mis en place le tunnel, mais il ne monte pas. Dans pas mal de situations, ça peut être pour un problème de configuration, même pour un bug, ça peut arriver, mais dans beaucoup de situations, ils n'ont pas de trafic qui provoquerait la négociation du tunnel. Chose très très simple, c'est d'utiliser le Keep Alive. Qu'est-ce que c'est le Keep Alive? Le Keep Alive, c'est une petite option que vous pouvez activer. Donc, en gros, vous allez mettre le temps que vous voulez en fait que ce Keep Alive soit fonctionnel pendant que le temps là. Donc, dans ce cas-là, j'ai mis un Keep Alive de 30 secondes. Ça veut dire que le firewall, lui, il va générer un paquet UDP sur le port 9. Donc, voilà, on a fait ce choix-là, qui va matcher la SPD. Donc, qui va, en gros, c'est un trafic, c'est un paquet qui va faire illusion d'un trafic qui matcherait en fait les phases 2 du tunnel. De cette manière-là, lui-même, donc, il va voir ce trafic arriver lui-même. Et donc, il va dire, voilà, donc si le tunnel est monté, j'envoie le paquet à travers le tunnel. S'il n'est pas négocié, je veux le négocier. Donc, c'est une manière de provoquer une négociation d'une manière automatique. Et donc, dès que vous allez mettre le Keep Alive, tous les 30 secondes, si vous choisissez 30 secondes, on va générer ce paquet-là qui va être envoyé à travers le tunnel. Ça vous permet d'avoir un tunnel toujours remonté. Si la configuration est bonne, etc. Mais bon, normalement, ça se passe bien. Et ça va vous permettre aussi de... pardon, j'ai un petit problème. Désolé. Et ça va vous permettre aussi donc d'avoir le tunnel toujours monté. Parfois, c'est important parce que il y a des machines, des flux qui sont sensibles à la, comment dire, au temps de réponse. Donc, si c'est arrivé déjà avec des impressions, donc si on commence l'impression mais que le tunnel n'est pas encore monté, on peut tomber en timeout parce qu'il faut quand même du temps pour un tunnel pour qu'il soit négocié entre les deux parties. Parfois, ça peut, et en plus, ça va dépendre des connexions Internet, mais parfois, ça peut prendre du temps. Donc voilà, le conseil, c'est de mettre le Keep Alive pour que les lignes, pour que le tunnel soit monté toujours. D'accord? Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, vous avez quelques sites où vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc, le site documentation.stormshield.eu, il est libre, il est gratuit bien sûr, même pas besoin d'authentification. Et là, vous allez trouver une aide en ligne très précieuse pour mettre en place des configurations sur votre StormShield.
Par ailleurs, on a le espace client, mystampshield.eu. Alors, pour accéder à ce site-là, il faut avoir au moins un firewall enregistré. Et là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Vous allez avoir, par exemple, accès à l'AKB, donc c'est le troisième lien. Donc, la base de connaissances StompShield qui est alimentée notamment par le support. Et là, vous allez trouver donc beaucoup de conseils, de configuration, des problèmes remontés. Et sur le site de MyStormShield aussi, je voulais vous parler des notes techniques. Vous allez avoir les notes de version. Donc, à chaque fois qu'on sort une version, on va avoir les bugs ou les modifications de la configuration ou modifications du comportement plutôt de la configuration, ainsi que des bugs connus ou résolus. Donc, vraiment à lire à chaque fois que vous voulez mettre à jour un SNS. Mais vous allez aussi avoir des notes techniques. Notes techniques, c'est des documents qui sont créés par StormShield qui vont vous aider à mettre en place des solutions, comme par exemple, je ne sais pas, monter des tunnels VPN IPsec avec des VTI ou faire de l'authentification transparente avec Spenego. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Merci Alejandro pour cette intervention très riche. Si vous souhaitez aller plus loin, donc nous vous recommandons la lecture du livre de Alejandro, StormShield, configuration et mise en œuvre de votre pare-feu. Je vous mets le lien dans la fenêtre de chat. Voilà. Nous allons donc maintenant pouvoir passer aux questions, mais juste avant, je laisse Alejandro vous poser la question qui vous permettra de peut-être gagner un exemplaire de son livre, justement. Voilà, donc merci beaucoup, Catel. J'ai choisi une question, en fait, qui a été répondue donc, pendant la présentation, et ça vous donnera la chance de pouvoir gagner un exemplaire du livre que j'ai écrit chez ENI. La question est, quel événement provoque la levée de l'alarme d'usurpation d'adresse IP de type 1? Donc, vous pouvez, voilà, donc, dans le chat, essayer d'expliquer ou de donner réponse à cette question-là pour rentrer dans le concours. Oui, voilà, répondez dans la fenêtre de chat et puis nous tirerons au sort le gagnant d'ici quelques jours. Alors, nous allons donc maintenant pouvoir passer à vos questions. Alors, première question. Nous avons donc une demande de Claude qui demande pour le relais DHCP, faut-il créer des règles de filtrage? Alors, c'est une très bonne question. Les DHCP, les requêtes DHCP sont prises en compte, sont besoin d'avoir des règles de filtrage. Donc, il n'y a pas. Alors, on peut vérifier. Alors, Il précise d'ailleurs la source du paquet ne fait pas partie des réseaux protégés par cette même interface. C'est pour ça. C'est pour ça, parce que la source du paquet, c'est 4 fois 0. Donc, en fait, il y a un bypass, on va dire, pour prendre en compte ces requêtes-là, puisque, a priori, on ne connaît pas encore l'adresse IP du client. Donc, on n'a pas besoin de créer des règles de filtrage. En fait, ce que vous devez voir, c'est est-ce que le démon, en fait, écoute sur les interfaces en question pour pouvoir aspirer les requêtes et faire le relais, donc les renvoyer vers le serveur en question. Donc, en effet, c'est une bonne question, mais non, il n'y a pas besoin de créer des règles de filtrage. Ces requêtes sont prises en compte sans problème. Merci Alejandro. Nous avons une question de Marvin qui demande, alors proxy SSL, si on utilise un certificat personnel et reconnu sur l'Internet à la place de celui autogénéré par le Storm Shield, les warnings vont-ils se présenter? Est-on obligé d'utiliser le certificat autogénéré du Storm Shield pour le proxy SSL? Alors, très bonne question. Alors, la première, c'est est-ce qu'on peut utiliser un certificat? La réponse est non. Vous ne pouvez pas utiliser un certificat. Il vous faut une autorité de certification qui va générer à la volée des certificats. Donc, ça arrive souvent, des clients qui nous appellent et qui nous disent, voilà, j'ai acheté un certificat web ou un certificat serveur, je voudrais l'utiliser pour le proxy, mais je n'arrive pas. Alors, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un certificat. Il vous faut une autorité de certification qui, elle, va voir quel est le CN, le command name du certificat qu'on doit spoofer, tout simplement. Et là, elle va générer à la volée un certificat. Elle va signer avec sa clé privée et donc, elle va le présenter au navigateur. Donc, non, on ne peut pas utiliser un certificat. Il vous faut une autorité de certification. La deuxième question, est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'autorité de certification de StompShield? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez en créer une quand vous voulez d'ailleurs, en fait, dans la configuration dans objet et PKI,
Là, vous pouvez créer une autorité de certification simplement, ou même, si vous l'avez créée ailleurs, vous pouvez l'emporter aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'autorité de certification par défaut. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser un certificat serveur. Il vous faut une autorité de certification. Merci Alejandro. Alors, j'ai une question de Nicolas, peut-être qu'elle se rapproche du coup de ce qui vient d'être évoqué. Est-ce que l'on peut signer le certificat de Storm Shield avec un PKI interne plutôt que l'auto-signer? Ah, vous pouvez utiliser une PKI interne, tout à fait. Oui, oui, vous pouvez importer donc l'autorité de certification dans le Storm Shield pour que celle-ci génère à la volée ces certificats serveurs-là signés par la PKI interne. Ça, vous pouvez le faire. Alors, Benjamin nous demande quelle différence faites-vous entre certificat et clé publique? C'est une manière de parler. Quand on dit clé publique, donc, vous avez, c'est dans la PKI, donc vous allez avoir seulement la partie publique du certificat qui peut être composé par une clé privée et une clé publique. Quand je parle de certificat, normalement, quand on parle de certificat, on parle toujours de la clé publique. Et si on veut dire qu'il y a une clé privée, on est spécifique qu'il y a une clé privée. Mais mon certificat, clé publique, c'est la même chose pour moi. Merci. Stéphane nous demande, en tant que client final, puis-je contacter le support directement ou dois-je passer en priorité par le revendeur? Alors aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, vous avez accès au support niveau 1 directement. Donc il suffit d'appeler un. Donc, alors, directement, il faut avoir un produit sous maintenance. En ayant ce produit sous maintenance, vous allez créer un ticket dans votre interface mystormshield.eu. Et une fois le ticket créé, vous avez un numéro de téléphone pour appeler. Vous mettez le numéro de ticket, vous allez tomber sur la personne qui gère le ticket. Par contre, il vous faut un minima, donc un produit. Bon, il vous faut que le produit où vous avez le problème soit sous maintenance. Vous ne pouvez pas appeler sans avoir une maintenance, vous n'aurez pas accès. Mais si vous pouvez contacter le niveau 1 Stormshield aujourd'hui, en ayant donc bien évidemment une licence avec de la maintenance en cours. Merci. Voilà. Alors, nous avons une question. Donc, SSL autosigné fonctionne en interne, mais ce n'est pas... Alors, un petit instant parce que la question n'est pas très claire. D'accord. Un SSL autosigné qui fonctionne en interne, est-ce qu'il n'est pas conseillé de mettre en place un VPN avec une autre organisation? Alors, je ne sais pas si la question est très claire et éventuellement... Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Alors, on va proposer à la personne qui l'a indiqué. Oui, et reformule peut-être. Ouais. Boon Zuboy. Donc, si vous pouvez reposer votre question éventuellement, s'il vous plaît. Alors. Donc, prochaine question. Donc, où se trouve la liste des ports probe? Alors, la liste des ports probe, vous pouvez la trouver en console. Vous voyez mon écran, ma console? Alors, pour l'instant, on voit votre présentation. Ah, d'accord. Attendez, je vais... alors, je vais changer. Pardon. Hop, hop. Là, vous devez l'avoir. Vous le voyez ici, la console? Oui, merci. D'accord. Donc, en fait, alors, il faut aller en console. Vous allez dans le répertoire Config Files, Security Inspection, Common. Et là, vous allez avoir une section, un petit peu plus bas, qui s'appelle Port Probe. Et ici, vous allez retrouver tous les ports TCP/UDP, donc qui font partie de la liste des ports qu'on va, entre guillemets, surveiller. Donc, c'est la seule manière de l'avoir. Donc, voilà. Donc, s'il y a un paquet, par exemple, qui arrive en destination d'un port, en fait, qui se trouve dans cette liste-là et qui n'est pas géré par le filtrage d'une manière spécifique, il devra, en fait, donc une alarme de port probe. Merci. Alors, nous avons Nicolas qui demande, est-ce qu'il serait possible de faire un point sur le réglage MTU, MSS du profil IPS?
Ouf, ça prendrait beaucoup de temps. Alors, ça prendrait beaucoup de temps et en plus, il faut des cas spécifiques. Alors, si vous voulez, je peux vous parler de la différence entre MTU et MSS. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients voilà, qui ont des problèmes avec ça. Alors, la MTU, en fait, c'est le Maximum Transmission Unit au niveau IP. Donc, ce sont les entêtes IP. Ça veut dire que si une interface doit renvoyer un paquet qui est plus grand, en fait, que sa MTU, il va le fragmenter. D'accord? Donc, bon. Et là, on rentre dans un débat philosophique. Est-ce que la fragmentation est le mal ou pas? Alors, il y a des gens qui vont vous dire la fragmentation, c'est la solution au problème. Et ceux qui font de la sécurité, on va vous dire plutôt, on va essayer quand même d'éviter la fragmentation parce que déjà c'est plus coûteux, parce qu'il faut réarmer les paquets pour les analyser et il y a quand même aussi des attaques qui sont cachées dans la fragmentation. Donc ça c'est pour la MTU. Donc ça, la MTU c'est cette valeur qui est par interface et donc si le paquet est plus grand que cette valeur-là, si on doit router le paquet, on va le fragmenter. Si le paquet est très grand et il arrive sur une interface dont la MTU est plus petite, on peut rien faire, on va le prendre parce que le paquet est déjà arrivé. Mais en sortie, on est capable de fragmenter. Ça, c'est une chose. La MSS, c'est une valeur en fait donc, qui est annoncée dans un paquet TCP, donc lors de la poignée de main TCP. Et là, c'est la valeur du payload TCP sans les entêtes TCP non plus, qui va vous dire, donc on va annoncer, on va dire voilà, donc moi, je suis capable de recevoir telle taille de données au niveau TCP. Pourquoi en fait on voudrait modifier la MSS et ben parce que dans le chemin, c'est justement pour s'affranchir de la fragmentation. Il peut y avoir des interfaces dont la MTU est plus basse. Vous pouvez passer par un modem ou avec des VLAN, ça arrive hein, dans plusieurs cas. Donc vous pouvez pouvoir dire à celui d'en face, en gros, moi je veux des petits paquets, tout simplement. Le firewall, lui, notre firewall et la plupart des firewalls du marché, nous sommes capables de modifier la MSS dans un paquet pour forcer au serveur, parce que voilà, donc nous, on est client quand on traverse le firewall, on va forcer au serveur de nous envoyer des petits paquets, tout simplement, au niveau TCP. Quand vous modifiez la MSS dans un firewall StoneShield, il faut savoir que on va modifier l'annonce dans les deux sens. C'est-à-dire le serveur, il pensera que nous, on envoie, donc que le client envoie une MSS par exemple à 1300, mais dans l'autre sens aussi, nous, on va croire que le serveur a envoyé une MSS à 1300. C'est justement voilà, donc pour que les paquets soient plus petits et qu'ils ne soient pas fragmentés. On veut éviter à tout prix la fragmentation. Mais voilà, c'est un sujet très, bon, j'ai fait une petite comme ça présentation. C'est un sujet vaste avec des conséquences au niveau réseau et au niveau sécurité. Merci Alejandro. Non. Nous avons une autre question qui est de Stéphane cette fois, qui demande Oui. via les paramétrages COS et filtrage, est-il possible de prioriser les flux utilisés par les applications de visioconf, présentation en ligne, Teams, webinar? Oui, alors ça c'est un gros sujet, c'est une très bonne question et en plus aujourd'hui c'est ce qu'on est confronté à ce genre de situation parce que tout le monde travaille à la maison pour la Covid et donc et on veut donner de la priorité à la visioconférence et au flux en fait de visioconférence. Ça serait très long en fait d'expliquer pourquoi c'est compliqué. Je vais vous donner quelques détails. Alors et j'ai eu il y a 2 semaines un ticket sur ce problème-là. Le problème, c'est que déjà, on ne connaît pas à l'avance les serveurs, en fait, des solutions de visioconférence. Si vous faites Skype, alors, les cas de Skype, c'est un peu différent parce que Skype, vous avez les Skype gratuits et les Skype payants. Les Skype gratuits, c'est très compliqué de pouvoir déterminer quels sont les flux, en fait, qui sont envoyés au serveur Skype. Pourquoi? C'est fait pour. Hein. On veut, en fait, justement, bypasser le filtrage. Donc, on va utiliser des ports différents. Alors, Skype, en plus, c'est une application propriétaire Microsoft, donc on n'a aucune information sur elle. Donc, on va utiliser des ports différents, on va changer tous les IP de destinations différentes. Comme ça, c'est très compliqué de les bloquer, mais aussi c'est compliqué d'appliquer une QS pour leur donner de la priorité. En gros, en fait, il faudrait donner priorité à tous les IP de la Terre. Donc là, c'est la même chose que de dire qu'il n'y a pas de priorité. Par exemple, Skype payant,
Skype professionnel, là, ils sont plus gentils, ils vous donnent au moins les ports utilisés. Donc là, vous pouvez fixer un port, et là, c'est facile parce que vous dites, pour les communications vers tel port, peu importe l'adresse IP et destination, je vais appliquer une QS. Ça, c'est le cas de Skype. Donc voilà, la difficulté, c'est de déterminer quels sont les flux en fait qui sont dirigés vers ces serveurs-là. Et surtout, ça complique davantage quand vous faites du proxy SSL, parce que par défaut, on va aspirer tous les flux sur le port 443 TCP dans le proxy. Donc là, bah, c'est du travail un peu de fourmi, parce qu'il faut déjà poser beaucoup de questions à la solution pour voir quels sont au moins l'FQDN qu'ils ont utilisé, quels sont les ranges d'IP utilisés. Ça, il y en a qui vous donnent ce genre d'informations. Et d'autres, bah, il faut aller à tâtons et voir quels sont les IP utilisés pour pouvoir appliquer dans ces flux-là, en fait, une QS pour leur donner de la priorité. Alors, c'est très, très difficile parce que c'est fait pour, en fait. C'est fait pour que ça passe partout, tout le temps, en 4G, derrière un hôtel, au McDo, etc. Par contre, pour tout ce qui est bloquer tout simplement ces flux ou leur donner la priorité, c'est très compliqué. Vous avez dans la KB Stormshield quelques articles, en fait. Par contre, voilà, il faut avoir une maintenance valide chez Stormshield pour avoir accès à quelques informations qui vous donnent des conseils pour mettre en place ce genre de configuration. Merci pour cette réponse. Alors, Kevin nous demande « Bonjour, à quand les fonctionnalités SD-WAN ?» Ah, ça, je ne pourrais pas répondre. Je parle en tant qu'Alejandro Castagne, non pas Stormshield, ou ça, il faudrait donc contacter un commercial Stormshield qui vous donnera plus d'informations par rapport à la roadmap, qui est un peu le planning de développement du produit. Ça, je ne suis qu'Alejandro Castagne. Je ne parle pas au nom de Stormshield. Hein. Désolé. Merci. Alors, nous avons Johnny qui demande « Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement du HA ? Nous avons deux SN910. » Il précise comment fonctionne la synchro entre après la première mise en route. Oui, alors c'est une très bonne question. Je pourrais vous donner en quelques instants un aperçu, mais voilà, c'est vraiment, vous me demandez une mécanique complexe à expliquer, une mécanique complexe. En effet, l'achat Stormshield, c'est un achat actif-passif, c'est-à-dire il n'y a pas en même temps les deux firewalls qui fonctionnent, ça n'existe pas. Pour l'instant, je ne sais pas si plus tard ils vont revoir cette manière de fonctionner. Vous faites le paramétrage de votre firewall, et après vous allez donc créer la configuration achat, donc d'autres disponibilités, et vous allez y ajouter un deuxième firewall. Qu'est-ce qui se passe? Donc la première fois que vous paramétrez sur l'actif, vous prenez l'autre, vous le branchez sur les liens achat, et vous allez faire la partie, d'ailleurs dans mon livre, en fait, c'est expliqué comment faire le paramétrage. Donc une fois qu'ils vont commencer à communiquer, donc ils vont utiliser quelques protocoles pour répliquer la configuration, l'état des connexions, l'état des utilisateurs authentifiés, l'état des tunnels VPN IPsec dans le cas d'IKEv2. Donc, la première fois, alors il faut savoir qu'il y a quelques modules que, une fois qu'ils sont mis à jour ou synchronisés, le firewall passif, il va redémarrer. C'est le cas notamment des interfaces réseau. Mais ça, encore une fois, vous allez trouver dans l'AKB un article qui vous explique quels sont les modules que, une fois modifiés, provoquent le redémarrage du cluster passif. Donc, une fois qu'il va joindre l'actif, il va synchroniser toute la configuration, il va appliquer ces configurations, il va redémarrer, et il va redémarrer en étant passif. Donc, une fois qu'ils sont actifs-passifs, normalement, ça se passe bien. Par contre, le choix de Stormshield, ça n'a pas été de synchroniser la configuration d'une manière permanente. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous tromper, faire une règle de filtrage en fait qui vous bloque l'accès Internet, par exemple, ou l'accès à tous les réseaux. Et si on synchronise sur le passif tout de suite et qu'il y a une bascule, vous allez avoir le même problème. Le choix, ça a été de laisser l'administrateur le choix justement entre soit on fait une synchronisation automatique qui n'est pas conseillée, soit une synchronisation manuelle. Donc une fois que vous allez finir de paramétrer un module ou d'autres parties de la configuration, vous pouvez cliquer dans le bouton ou en console, voilà, vous allez aussi avoir la commande HASync.
-v, par exemple, je vous mets à l'écran, et vous allez forcer une synchronisation tout simplement de l'actif vers le passif. Si besoin il y a de redémarrage, lui, il va redémarrer et il reviendra en vie, synchronisé et prêt pour la bascule si besoin. Merci Alejandro. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alejandro est encore disponible quelques minutes pour pouvoir y répondre. Étienne nous demande justement, y a-t-il un moyen de configurer deux types de DNS, des DNS pour les résolutions de noms type interne .lan et d'autres DNS pour les FQDN publics? Non. Alors, non, non, sur le firewall, en fait, j'ai expliqué tout à l'heure le mécanisme, donc ça va faire d'une manière séquentielle. Donc, le conseil que nous on donne, c'est d'avoir des DNS locaux qui font relais sur Internet, sur les réseaux DNS racines ou autres, ou FAI ou peu importe. De cette manière-là, en fait, donc, on sera capable de résoudre les objets locaux ainsi que les objets sur Internet. Non, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire autrement. Merci. Benjamin nous demande quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour la nomenclature des objets. Ça, c'est une très bonne question. Alors ça, normalement, c'est chaque entreprise, en fait, a déjà une sorte de nomenclature par rapport à... moi, j'ai vu, en fait, chez des clients, quand c'est des multinationales, donc ils vont mettre d'abord le code du pays, et après le code de la région, et après le code du service ou du bâtiment, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Mais en effet, c'est une très bonne idée d'avoir une politique de nom pour déjà pour avoir d'un coup d'œil en fait savoir si vous voyez un serveur, en fait le nom d'objet d'un serveur, vous allez savoir si par exemple il se trouve dans un pays ou dans une autre région, dans une agence. Donc il n'y a pas, moi j'ai pas de conseil direct, mais avoir une sorte de arborescence en partant de plus général au plus particulier de l'objet ou de l'entreprise, c'est une bonne idée. Et donc à ce sujet, Stormshield ne donne pas de préconisation. Non, 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 Ok. vous êtes libre. Alors, merci. Alors, bah justement, Benjamin précise, dans ce cas-là, dans votre livre, avez-vous utilisé une nomenclature? Non, je n'ai pas utilisé de nomenclature spécifique. Mais ça, vraiment, c'est. Moi, je travaille aussi, j'ai fait du support il y a très longtemps dans un supermarché très très connu en France et à l'international. Et eux, en fait, voilà, donc ils avaient une nomenclature assez facile à comprendre. Par exemple, si c'était les caisses des caissières, ça commençait par K. Donc après, le nom du magasin et le numéro de la caissier, du caissier. Donc il y a, voilà, normalement, chaque entreprise a déjà, s'il y a déjà un service informatique, il a déjà mis en place cette manière de nommer les objets. Mais après, sinon, vous êtes libre de faire comme bien vous semble. Merci. Alors, Nicolas nous demande, en cas de mise en place Wi-Fi sur interface interne, est-ce qu'il Oui, vaut mieux créer un bridge, pardon, ou séparer les interfaces? ça dépend. C'est au choix. Pour moi, il n'y a pas de. Bon, c'est comme il veut soit diriger l'interface, soit faire du routage entre les interfaces. Je ne vois pas de conseils comme ça direct à donner. Tous les deux sont fonctionnels. Merci. Alors, vous avez parlé du NAT et filtrage. Qu'est-ce qui Oui. s'applique en premier, NAT ou filtrage? Très bonne question, c'est le filtrage. Très très bonne question. Donc d'abord, on va laisser passer le paquet et après, on va voir s'il y a du filtrage, pardon, du NAT à appliquer. Mais il faut savoir que le NAT, c'est pas du tout de la sécurité. Donc c'est une action qu'on effectue sur les paquets parce que ça nous intéresse d'aller sur Internet et non pas parce que notre adresse IP source, par exemple, elle n'est pas routable. Mais voilà, donc c'est d'abord le filtrage et après, ça sera le NAT. Merci Alejandro. Alors, Ouais. dernier instant pour pouvoir poser vos petites questions. Nous allons pas tarder à couper pour aujourd'hui la session. Alors, une question de Cyril. Est-ce que les SNS peuvent faire des reverse NAT? C'est quoi le reverse NAT? Il me faut plus d'informations. Est-ce que vous pourriez préciser, Cyril, s'il vous plaît? Ouais. Ah, Benjamin souhaiterait avoir une dédicace de votre livre. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, je pense qu'on a... Ah, Cyril répond.
Donc la question initiale, c'était est-ce que les SNS peuvent faire des reverse NAT? Et Oui. il précise pour joindre plusieurs machines internes derrière une IP. Ah oui, c'est une sorte de load balancing de NAT. Il parle d'IP public. Oui, donc en fait, alors attendez, alors ça, je pourrais vous répondre parce que c'est un cas comme ça, je n'ai jamais vu, mais je pense que c'est possible. Attendez, je vais voir parce que j'ai ici l'interface de firewall. Alors, je ne sais pas si vous avez accès. Oui, Alors, d'accord, donc il suffit une règle de filtrage de NAT, pardon, vite fait. Donc source, on va dire Internet. Ça prend quelques instants. Une source Internet vers une adresse IP, on va dire qui est portée, on va mettre test public, peu importe. Donc je mets 192.168.1. Je ne sais pas moi, 45. Cyril précise à la manière d'un reverse proxy. Alors, je vais tester. Ce qu'on pourra faire, c'est de renvoyer peut-être à différents adresses IP. Mais je vais voir, attendez. Donc, en destination, tout simplement, en destination, je vais essayer de mettre un groupe d'objets. Mais ça, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait. Alors, si je fais un groupe d'objets vite fait, il faudrait peut-être. La compte, peut-être, ça va le permettre, mais il faudrait. Comment dire, faire un test, voir si c'est vraiment fonctionnel. Là, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais si je fais ici un groupe d'objets, par exemple, groupe, enfin, je vais mettre des IP publics, mais c'est pas grave. Donc, imaginons que je protège ces deux serveurs-là, je l'appelle grp test. Ouais, il a créé l'objet. On va voir s'il y a un warning. Non, alors, using this object is only. Ouais, il faut faire du load balancing, dans option load balancing. Donc, alors, par contre, c'est où? C'est peut-être ici, load balancing type. Vous avez plusieurs, par exemple, on va mettre par connexion ou par IP source. Et ouais, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez le faire. C'est des choses que j'ai rarement vues en production, même jamais. Il faudrait tester. Mais la configuration, là, il n'y a pas de warning. Vous allez, quand vous faites la configuration sur un SNS, vous allez avoir un warning s'il y a un problème ou carrément un bloc si vous ne pouvez pas la mettre en place. Et là, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Il faudrait tester. Merci Alejandro. En tout cas, Cyril a beaucoup d'humour puisqu'il nous dit qu'il a gagné pour la question pénible. Alors, je pense qu'on est à peu près arrivé au bout des questions pour ce midi. Oui, Donc nous allons pouvoir conclure ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser par email à webinaire@eni.fr. Le gagnant du tirage au sort sera recontacté par email prochainement. Un grand merci à vous, Alejandro, pour votre intervention. Merci également à vous tous. Et donc, nous vous donnons rendez-vous maintenant le 17 décembre, donc jeudi prochain, pour un webinaire sur Excel et les tableaux croisés dynamiques. Donc, merci à tous et à très bientôt. merci. Au revoir.